Très heureuse, fidèle au poste, mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui débattre avec Robert Kayinga. Depuis 2023, c'est la première fois qu'il est avec nous. Merci d'être avec nous. Merci, madame. Comme je l'avais dit, oui, merci beaucoup. Comme je l'avais dit, c'était vraiment un gros poisson de l'Union sacrée, une intelligence de l'Union sacrée, j'ose le dire, parce que vous le connaissez et vous allez encore le redécouvrir aujourd'hui. Robert Kayinga, j'avais évidemment publié que je vous recevais sur les réseaux sociaux parce que je suis très fidèle à tous ceux qui me suivent et beaucoup de questions ont fusé. Et je vais commencer d'ailleurs par vous poser la question par rapport au bloc pétrolier. C'est vrai, beaucoup de gens se sont dit, ben, vous avez vraiment commencé à en parler avec beaucoup de force et puis on en a senti un certain relâchement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les blocs ont été vendus? Est-ce que les partenaires sont déjà présents? Les investisseurs sont là par rapport à ces blocs gaziers, pétroliers? Non, en ce qui concerne le bloc gazier, la procédure est en train de s'achever parce que... ils sont à la phase de négociation de contrat de partage de production, ce qu'on appelle le CPP. Okay. Et donc, beaucoup d'étapes ont déjà franchies en ce qui concerne le bloc gazier. Mais en ce qui concerne le bloc pétrolier, je crois que c'est la promotion qui continue. Donc, ils doivent organiser le roadshow pour permettre à ce que les sociétés s'imprègnent des données que nous avons et qu'ils viennent soumettre leurs offres. Donc, ils sont encore dans la phase de la soumission des offres. On attend que les sociétés qui sont intéressées viennent déposer des offres. Mais en ce qui concerne le bloc gazier, ils ont déjà suffisamment évolué. Suffisamment évolué. Nous entrons en plein politique. Non, nous restons un peu en économie parce que aujourd'hui, le taux par rapport à notre monnaie, on dit que notre monnaie est en train de vraiment perdre sa valeur. Et le taux officiel de la banque, vous le connaissez, mais sur... le côté informel, c'est toujours parallèle, le côté parallèle, c'est 2300, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Malgré le ton ferme de la gouverneure, malgré les prises de position du président de la République, cela ne change pas. Est-ce qu'il y a spéculation? Est-ce qu'on veut encore, comme vous le dites, les haineux, les jaloux veulent salir encore l'effort du président de la République? Pas du tout. Je crois que le ministre des Finances avait répondu à cette question. Je crois que je préfère m'en tenir à ce canal officiel, d'où à sa version de fait. Il a dit qu'il était question, ils avaient libéré assez de francs congolais sur le marché. Okay. Et comme ils avaient une monnaie de change assez suffisante dans la banque, ils ont estimé qu'en libérant plus de francs congolais, il n'y aura plus de crainte. Il n'y aura pas de crainte à ce qu'on spécule. Mais malheureusement, les gens ont spéculé. Quand ils ont vu les francs congolais assez nombreux sur le marché, ils ont spéculé. Et d'où cette hausse de dollars dans le marché parallèle. Mais je crois qu'il a aussi rassuré que la Banque centrale ou l'État congolais a suffisamment de moyens pour maîtriser la situation et arriver à une bonne réglementation de la situation. Je pense que ça, comme ils nous ont promis, je crois que madame, les décisions qui avaient été prises dernièrement, c'est qu'on doit commencer à publier le taux de la Banque centrale journalièrement pour permettre à ce qu'il n'y ait pas assez de spéculation. Voilà, ça c'est le côté officiel. Nous revenons un peu à la dernière sortie médiatique du chef de l'État. Vous l'avez suivi à la province orientale. Les gens se posent beaucoup de questions. On dit que la province orientale a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Pas d'eau, pas d'électricité et tout ça. D'où sortent les 100 000 $ de caution qu'on a offert au chef de l'État? Vous pouvez avoir une idée? Non, je pense que l'union fait la force. Peut-être que la population de la province orientale s'est cotisée peut-être à $1 à chacun, au nombre de personnes. Ils peuvent atteindre son montant à 100 000 $. Avec 100 000 personnes, avec 100 000 vous avez 100 000 $. Donc, c'est pas aussi grave que ça. Et c'est de l'amour que les gens portent aussi pour le chef de l'État. Ils estiment qu'à l'état actuel, vu les bases qu'il a posées, vu le travail qu'il est en train de faire, un second mandat serait utile pour lui pour achever ce qu'il est en train de faire. Je crois que c'est un acte d'espoir de cette population qui estime que ce monsieur, s'il continuait à gérer ce pays, dans les 5 ans qui viennent, on peut encore voir beaucoup de choses redécoller. Ils peuvent voir leur province aussi. Et c'est une façon aussi d'attirer la sympathie du chef de l'État. Pour dire, écoutez, nous aussi, dans cette province, nous vous portons et nous soutenons ce que vous faites. Et nous voulons que vous puissiez aussi penser de temps en temps à notre province et nous vous soutenons. C'est un acte de soutien pour moi parce que
le chef de l'État, quand on était dans l'opposition, il a eu à payer le 100 000 pour être candidat. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne manque pas le 100 000 pour payer. Mais ce geste, il est beaucoup plus un geste d'amour, plus un geste de soutien symbolique. Ce n'est pas un geste que les gens doivent considérer comme fondamentalement des hommes riches qui n'ont rien à foutre avec l'argent et qui le mettent. Non. Donc vous savez, même quand un chef vient vous visiter, même chez vous ou ailleurs, chez nous qui avons grandi au village, on lui donne toujours une chèvre, on lui donne une poule, on lui donne une vache selon les coutumes. Cela ne veut pas dire que le chef n'a pas l'argent pour acheter la vache. Donc on lui donne aussi symboliquement pour lui montrer qu'on lui porte à cœur. Par rapport à l'état de siège, le chef a dit c'est pas son invention au fait. On a l'impression, Robert Kayinga, que le chef veut se dédouaner un peu parce qu'il y a plusieurs opinions par rapport à l'état de siège. D'aucuns disent c'est une réussite, les autres non. Est-ce que le chef veut se dédouaner du bilan de l'état de siège? Non, il dit que ce n'est pas son invention parce que c'est d'abord constitutionnel. Okay. Donc c'est prévu dans la Constitution. Et donc quand il applique une disposition de la Constitution, il n'invente pas. Il ne portera pas le bilan, en fait. Non, il porte le bilan. C'est lui le gestionnaire de la République. Okay. Et c'est la loi lui reconnaît la possibilité de décréter. C'est à lui qui doit décréter cet état d'urgence. Bien évidemment, après consultation de ces deux chambres, comme c'est dit dans la Constitution. Mais au moins, néanmoins, ce n'est pas lui qui invente l'état des sièges. C'est dans la Constitution. Il regarde parmi les leviers qu'il a devant lui pour trouver la paix à l'Est. Il avait estimé que si nous arrivons à mettre ces deux provinces en état d'urgence, en état de siège plutôt, nous pouvons arriver à des résultats escomptés. C'est ce qu'il a appliqué tout simplement. Il a appliqué une disposition de la Constitution. C'est vrai, bien évidemment, les résultats lui seront imputés, positifs ou négatifs, donc c'est lui qui va porter la charge. Mais selon vous, Robert Kayinga, une élite de mon pays, qu'est-ce que vous pensez que cet état de siège a apporté quelque chose de positif? Donc, madame, vous savez, la question de l'Est, hein, c'est une question où on doit tenter tout ce que nous avons comme levier de solutions. Parce que l'état des sièges n'avait jamais existé sous Kabila. Donc, ils n'avaient jamais appliqué ça. Donc, c'était une méthode où on devait aussi appliquer pour voir quels sont les résultats. Et aujourd'hui, quand vous avez un gouverneur militaire, c'est différent d'un gouverneur civil. Si la ville de Goma est agressée, le général qui est le gouverneur actuellement, il peut commander les troupes. Alors que le civil, lui, doit fuir, ou il doit être protégé. Mais le général qui est aujourd'hui, qui joue le rôle du gouverneur, il peut directement donner le commandement et savoir quelle stratégie militaire mettre en place. Et il coordonne cette stratégie militaire avec ceux qui sont au front. Donc il comprend mieux la situation que si ce serait un gouverneur militaire, un civil. Donc moi je pense que c'est une possibilité. Et les gens doivent comprendre ça comme une quête de solution de la part du chef de l'État. Il est en train de se battre pour trouver des solutions. Il avait estimé que l'état des sièges, parce que l'état des sièges a ses restrictions. Il y a des droits des citoyens qui peuvent se voir être rétrécis parce que nous sommes pendant l'état des sièges. Il y a des actes qui peuvent être posés parce que nous sommes en état des sièges. Et par exemple, quand on vous arrête dans l'état des sièges, il y a une procédure légale qui est établie pour vous juger. On ne va pas vous juger comme si on était dans une procédure normale ou dans un état où les libertés ne sont pas, il n'y a pas de restriction de liberté. Donc, moi je pense que cela doit être considéré comme une volonté à la recherche de solutions à l'Est. La venue de plusieurs contingents des armées étrangères chez nous, le tout dernier, eh ben, c'est le contingent angolais. Beaucoup se disent que le pays, cette balkanisation tant redoutée, est en fait là. On ne se rend peut-être pas compte, Robert Kayinga, parce que ils se sont partagés quelques territoires de notre pays. Voilà, ils se retrouvent même à Kisangani et tout. Les gens se disent, mais ils vont partir quand? Au moins pour l'Angola, on sait qu'ils vont faire 12 mois. Ça c'était déjà acquis. Mais pour les autres, les Burundais, les Kenyans et les autres, on ne sait pas trop combien de temps ils vont rester et qu'est-ce qu'ils font en fait, parce que les massacres continuent, voilà, donc on ne sait pas trop quel est leur rôle dans notre pays. Non, madame, votre question doit être reformulée. Quand vous parlez de Burundais, on croirait que l'État congolais a fait appel aux Burundais. Non, c'est l'EAC en fait, tout à fait. Qui est composé de tous ces pays-là. C'est une organisation sous-régionale. Okay. C'est comme les Nations Unies. Il y a beaucoup de pays qui sont membres des Nations Unies. À travers la MONUSCO. À travers la MONUSCO. Donc il y a beaucoup, il y a des contingents maliens, il y a tout ça. Ils sont dans les contingents. Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on met l'accent sur les pays qui constituent
l'EAC. On doit parler de l'EAC qui a envoyé ses troupes, comme la SADC envoie ses troupes, comme les Nations Unies envoient leurs troupes, la MONUSCO et tout ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre la situation. Ok. L'EAC envoie ses troupes, Robert Kayenga, mais ces troupes sont composées des pays, disons-le un peu antagonistes, entre guillemets. On sait que le Rwanda, le chef de l'État le dit partout, le Rwanda nous agresse. Et d'une certaine façon, les Burundis et les autres, on ne sait pas trop bien leur jeu. Alors, cette population demande depuis des mois aujourd'hui qu'on sorte de l'EAC. Pourquoi le chef de l'État n'écoute-t-il pas cette population qui lui demande qu'on sorte de l'EAC? Bon, moi je sais une chose, c'est que le chef de l'État est parmi les présidents que nous avons dans ce pays qui écoute sa population. Okay. Dans plusieurs actes, ça s'est révélé. Quand la population réclame quelque chose, il est toujours à l'écoute et quand il faut se dédouaner ou quand il faut se dédire de ce qu'il avait fait, il le fait toujours. Mais ici, c'est une question de l'Est, il ne faut pas la traiter avec les états d'âme. Il est le seul à avoir des informations que nous ne possédons pas. Quand l'EAC siège et discute, le chef de l'État est là. Quelles sont les garanties qu'il a de ses autres pairs? Parce que la question de l'Est n'est pas seulement traitée au niveau de l'EAC. Elle est traitée au niveau de l'Union africaine. Et il y a le président kenyan, l'ancien président kenyan, qui est le émissaire de l'EAC et qui traite la question aussi. Il y a le président angolais aussi qui a été mandaté par l'Union africaine. Donc moi je ne pense pas que tous ces États, et vous l'avez suivi même le président Sarkozy, il n'est pas pour la balkanisation de la RDC. Tout le monde, il a dit clairement, là au moins il n'y a pas d'ambiguïté. Le président angolais et tous les autres, ils le disent clairement. Moi je pense que quand on a des dirigeants, on a voté des dirigeants, on les a donné un certain mandat, on doit savoir leur faire confiance sur les décisions qu'ils prennent. Et un dirigeant, il peut arriver à prendre des décisions qui sont parfois aussi impopulaires lorsqu'il connaît que ces décisions vont ramener à des résultats escomptés. Donc, moi je le donne le bénéfice du doute sur ce qu'il est en train de faire, mais il est quand même important que nous puissions voir ces troupes agir, parce qu'ils ne peuvent pas être à quelques kilomètres de la population qui est massacrée. Sinon, leur présence ne se justifie pas. Je crois qu'à un moment donné, ils doivent passer à l'offensive, qu'en créant des zones tampons et tout ça, je pense qu'il y a un problème d'opérationnalité. Ils doivent agir, ils ne doivent pas laisser la population. C'est en cela que la population aura une lueur d'espoir. Robert Kayenga, vous avez dit que le chef de l'État a peut-être des informations que nous n'avons pas. C'est une certitude. Mais Jean-Marc Kabound, c'est vrai qu'il a été avec vous à un moment, aujourd'hui c'est un opposant, il dit que non, Tshisekedi ne maîtrise aucune notion de l'État parce qu'il a par exemple cette histoire de cette décision de l'État de siège, il l'a pris par une décision un peu populiste pour voilà quoi. Est-ce que vous êtes sûr que Jean-Marc Kabound fait de l'opposition pour l'opposition? Parce qu'il y a quand même une certaine opinion qui pense qu'il était dans le secret des dieux, donc il connaît un peu l'homme aussi. Les propos de Jean-Marc Kabound sont vraiment pris au sérieux par la population congolaise aussi. Hein. Non, mais moi je pense que Jean-Marc Kabound, quand le chef de l'État prenait cette décision, je crois que c'était en 2021, donc Jean-Marc Kabound était encore l'homme le plus proche du chef de l'État. Exactement, c'est pour ça qu'il sait. Et il le sait, et donc je crois qu'il a eu le temps de discuter avec le chef de l'État là-dessus, et je pense que ce n'est pas Jean-Marc Kabound qui dirige. Nous tous qui avons été conseillers des ministres, à chaque fois que vous donnez vos conseils, vous limitez à donner des conseils. Donc il appartient à celui qui a la charge de l'État à gérer le pays de prendre cette décision-là. Alors, Jean-Marc Kabound ne saura pas nous prouver que cette décision a été prise à la va-vite. Il ne saura pas le prouver. Et que, opposant, moi j'estime, je ne le vois pas dans cette peau-là. Je ne le vois pas dans la peau de l'opposant, surtout pas l'opposant à Félix Tshisekedi. Je ne le vois pas dans cette peau-là. Ah bon? Je ne le vois pas dans cette... Comment? Parce que, revenons un peu à l'histoire, Robert Kayenga. Les plus grands opposants, en fait, sont ceux qui ont été proches de leur... Vous comprenez? Quand on prend Tshisekedi et Mobutu à l'époque, ils étaient très, très proches. Il était son ministre de l'Intérieur, il était dans le secret des dieux, il était celui qui avait même participé à l'élaboration du manifeste de l'Ancélé. Donc, ils se connaissaient aussi. Et leur relation était beaucoup plus, même au-delà de la politique, parce qu'ils étaient même, leurs enfants se connaissaient, il était même parrain d'un des enfants de Mobutu. Donc, moi je pense, et j'estime, je ne sais pas si c'est vous, que Kabound peut être le plus grand opposant parce qu'il était aussi un ami proche du président de la République. Bon, madame, ça s'est fait un peu comme ça, hein, en Afrique. Non, madame, le problème, c'est que vous savez comment Kabound a eu des problèmes
avec le président de la République ou avec le régime qu'il soutenait. Il a commencé par trouer les punaises de paisibles citoyens. Ah, c'est son comportement Mais ça, antisémite. tout est parti de là. On a désarmé une garde républicaine. Ah, je me En rappelle de plein la boulevard. vidéo. Oui, Donc, tout est parti de là. Et là, ce n'est pas, un comportement d'un homme d'État. Jean-Marc Kaboun, premier président de l'Assemblée nationale, il est sur la chaussée, il voit un comportement qui n'est peut-être pas correct d'un conducteur, il descend, il trouve le pneu d'autrui. Madame, est-ce que dans la démocratie, ça peut se faire? Dans un état de droit, est-ce que ça peut se faire? Nous qui avons apporté l'état de droit, nous qui chantons l'état de droit, il y a la présomption d'innocence. Avant qu'il ne soit jugé coupable, il faut que l'autorité compétente constate les faits et le juge la personne. Et même la sanction, ce ne sera pas celle de trouver le pneu, ces pneus. La sanction, elle est prévue par la loi. Il n'y a aucune sanction qui dit quand quelqu'un prend une bande, une autre bande, ou il prend la bande inverse, il faut trouver ses pneus. Et puis, lui qui trouve les pneus, il a quelle qualité? Il n'a aucune qualité pour le faire. Alors, il va trouver une garde républicaine censée protéger le chef de l'État avec quelqu'un à bord. Il descend, il amène ses agents désarment cette garde républicaine. Et s'il avait ouvert le feu en son tour, parce qu'il pouvait s'estimer qu'il est en danger, qu'il est agressé par les policiers, il a pris son arme, il l'a remis. Il a été humilié. Alors, c'est un monsieur qui se comporte de cette manière-là. Vous voulez qu'on le traite comment? Dans un pays... C'est là la différence entre le régime de Félix et d'autres régimes qui sont passés. La position qu'occupait Jean-Marc Kabound, dans d'autres régimes, on ne ferait rien à cette personne-là. Mais ici, c'est nous-mêmes, au niveau, nous avons dit non, ça, ce n'est pas un comportement de démocrate. Dans un état de droit, on ne peut pas se comme de cette manière ici. Lui qui s'appelle être le fils du Sphinx, Kabound. Est-ce que le Sphinx ne lui mettait, Étienne Tshisekedi, serait-il fier de voir l'un de ses disciples trouver les pneus des autres sur la route parce que sans qualité. On a compris, donc, ce n'est pas la pomme de discorde, ce n'est pas l'idéologie. Mais les propos... C'est le comportement vulgaire qu'il avait affiché. Oui, on comprend le comportement vulgaire, tout est parti de là. Mais au-delà de ça, ses propos, tout ce qu'il dit, ce n'est pas aussi fort. Non, quand Kabound parle, par exemple, des masses d'argent qui sortent du pays pour des paradis fiscaux, quand Kabound dit que les élections, que Félix Tshisekedi ne veut pas organiser des élections, il veut glisser. Quand Kabound parle, par exemple, des décisions populistes, à part son comportement, mais ses propos, analysons ses propos, il y a quand même une part de vérité, Robert Kaï. Il ne faut pas se voiler la face. Oui, mais c'est pourquoi il est en prison pour apporter des preuves sur cette question. Il est en prison pour ça. Parce qu'il doit apporter la preuve de ce qu'il dit. C'est ça l'état du droit. Il n'y a pas le procès depuis. Est-ce qu'il y a déjà eu procès? Non, mais en effet, le procès va arriver. Quand? Le procès va arriver. Dans une république bananière. Vous savez, notre compatriote Jean-Pierre Bemba a fait 10 ans. Ça, c'est la CPI. La CPI, oui, mais c'est ça la justice. Donc, quand il y a des faire 10 ans. Mais ça dépend de l'instruction. Donc, on est toujours en train d'investiguer. Les faits qu'il a agencés sont des faits très graves. Donc, il faut qu'il y ait tous les éléments. Et donc, il doit me dire maintenant prouver comment le fonds partait. Et il doit aussi prouver comment il peut se construire aussi dans moins de 2 ans. Il construit une école de 350 000 $, il construit un stade, il asphalte presque tout le quartier de Kingawa, de celui là-bas, et il construit une maison avec cave, avec une boîte de nuit à l'intérieur. Tout ça, il doit aussi prouver comment il a eu cet argent. Vous comprenez? Donc, c'est aussi les cotisations de ces fanatiques. Oui, en effet. Comme le président a eu 100 000 $ aussi facilement. Oui, facilement. Mais lorsque vous atteignez déjà 2 millions, ça devient suspect. Je ne vois pas les fanatiques de Kabound qui peuvent lui donner 1 million, 2 millions de $. Ce dont nous parlons ici, la construction d'un stade, la construction de 100 maisons avec boîte de nuit à l'intérieur, nous sommes en termes de millions. Bon, peut-être qu'il a reçu des dons, mais il était premier président d'une institution. Donc, il devait nous dire, justifier par rapport à son salaire, par rapport à ce qu'il a eu combien, par rapport à ce qu'il a construit, il doit me le dire. Mais le plus important, la réaction, le problème avec Kabound, c'est qu'il exalte maintenant sa haine,
il sort sa haine. C'est pas bon. Ah, un homme d'État... Vous, avec cette histoire de haine, là, oui, depuis 4 ans, vous n'avez non, pas la haine. madame. L'union sacrée, c'est cette haine. Quand quelqu'un s'exprime, c'est la haine. Quand quelqu'un s'exprime, c'est la jalousie. Mais il n'y a que ça. Si Kabound n'avait pas été, si on n'avait pas désapprouvé son comportement de tuer les pneus des autres sur la chaussée, il serait avec nous. Robert Kainga, restons un peu dans cette affaire de haine-là, parce que ça fait 4 ans, on ne tourne que autour de ce mot-là. La haine, la haine, la haine. Mais la population se pose la question, Robert Kainga. Vous, quand vous étiez dans l'opposition, vous étiez aussi des haineux. Parce que je ne comprends pas. Vous étiez plus virulent. Vous étiez sur le terrain. Vous marchez et tout. Malgré tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous étiez des haineux? Non. Il faut comprendre que nous étions avec des institutions antidémocratiques à l'époque. Okay. Nous avions des gens qui n'avaient aucune notion de la démocratie. Et nous sortions à l'époque pour aller marcher. Il y avait des cadavres qui rentraient. Il y avait des gens qui étaient blessés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ici, nous avons un compatriote. Ah, le dernier marche des sympathisants des Kabound, il y a eu des blessés, hein? Non, mais ça, même en Europe, ça existe, madame. Okay. Même en Europe, quand il y a des manifestations, même quand les syndicalistes marchent, il y a toujours des blessés. Il y a des casses aussi. Okay. Ça ne manque pas. Et donc, mais le problème le plus important ici, c'est que quand les gens, par exemple, les gens vous disent Félix n'a rien fait. Félix, il y a la corruption. Il détourne de fonds. Madame, Kabila ne détournait pas le fonds. Prenons l'hypothèse. Le budget était à 4 milliards. Le prof Luzolo nous avait dit à l'époque que 15 milliards échappaient à la caisse de l'État chaque année parce qu'il y a eu coulage des recettes. Okay. Et Matat a même organisé une conférence ici, coulage des recettes. Okay. Mais ici, nous avons un budget de 16 milliards. Est-ce qu'on continue toujours à voler de la même manière? Est-ce qu'on peut continuer on vole, mais le budget est en train d'augmenter? Parce que le fonds que nous avons là, ce sont les fonds, ce que l'IGF me disait toujours, on doit arriver d'abord à capitaliser ce qui doit entrer dans la caisse de l'État. Notre propre production, il faut qu'on ait... Parce que ce qu'on gagne, si ça ne va pas à la caisse de l'État, on ne sait pas d'abord maîtriser ça. Avant que nous puissions investir, il faut d'abord que nous puissions rentabiliser ce que nous gagnons comme en terme. Mais non, on ne peut pas continuer à voler et le budget est en train d'augmenter. Ça, c'est quand même un paradoxe. Robert Kainga, c'est vrai. Mais beaucoup disent... ils m'ont dit de vous poser cette question. On a dit que ce régime est tribal. Parce qu'on sent une recrudescence du tribalisme, même depuis 1960. À ce niveau, ce n'est pas possible. Des mots, des insultes, des injures, le pouvoir qui appartient au Balouba, des autorités qui osent dire cela. Et on a l'impression que vous ne condamnez jamais. Je prends par exemple, et ça m'a marqué, les propos du bourgmestre de Calamon, ça m'est resté en travers la gorge. Quand une autorité administrative ose dire que c'est notre pouvoir des Balouba, mais on a l'impression que vous ne sanctionnez jamais. Il y a des communicatrices qui passent, qui disent que le pouvoir est pour nous les Balouba. Vous ne sanctionnez jamais. Au Kassai, quelqu'un qui n'est pas de l'UDPS, les sympathisants qui osent dire les Kassai appartiennent à Tshisekedi, on a l'impression que vous ne réagissez pas, que les autorités ne sanctionnent pas, et ce sont des messages, je peux dire même subliminaux, qui passent dans la tête et qui restent dans la tête des gens. Aujourd'hui, moi j'ai eu à converser avec une Nékongo de l'Europe, il a dit, comme vous dites que le pouvoir est pour les Balouba, et nous les Nékongo, on ne vous voterait pas. Mais Robert Kainga, vous êtes une élite. Qu'est-ce que vous devez dire à cette population par rapport à des propos comme ça, qui depuis 4 ans ne fait que prendre de l'ascenseur? Non, madame, moi je pense qu'on ne doit pas amplifier cela. Je suis d'abord contre le tribalisme. Moi-même, je suis dans un parti dont l'autorité morale est du Congo central. Et moi, je suis Moulouba. Je n'ai pas pris, je n'ai pas accédé à ce parti aujourd'hui. J'ai adhéré au parti depuis je crois, 2017. Voilà, donc c'est ça. Donc il n'est pas Moulouba comme moi. Et donc, ce choix que j'avais fait, c'était pas un choix tribal. Non, on vous reproche de ne pas sanctionner, de ne pas reprouver cela. J'en viens. Officiellement, au fait. J'en viens. Mais quand un individu se prononce dans un coin, ça n'engage pas tout le monde. Mais le chef de l'État dit les cons de tribalisme
toute personne qui dira des propos tribalistes, ça serait sanctionné. Le chef de l'État l'a dit. Quelqu'un peut le dire dans son coin, mais avec les réseaux sociaux, ça s'amplifie. Madame, nous avons suivi aussi des propos contre le Kassaïen. Le premier propos qui ont été tenus contre le Kassaïen, c'était pendant la campagne. Par la femme du chef de l'État de l'époque. Il dit les gens ont oublié. Il y a une certaine tribu, s'ils accèdent au pouvoir, c'est passé confié aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, déjà à cette époque-là, on n'avait pas le pouvoir. Madame, n'oubliez pas, nous on n'est pas tribalistes. On n'est pas tribalistes. Il ne faut pas qu'on prenne les déclarations isolées de quelques personnes qui peuvent être pour généraliser. Pour généraliser. Non, pas du tout. La généralisation. Et nous ne sommes pas là pour dire, Félix n'a pas été, il ne sera jamais voté par le Kassaïen eux-mêmes. Et dans l'entourage de Félix, il n'y a pas seulement de Kassaïens eux-mêmes. Beaucoup disent la majorité. Bon, madame. La majorité. Beaucoup disent c'est la majorité, en fait, qui... Bon, il faut aussi... je voudrais pas... Je n'encourage pas le tribalisme, mais j'essaie de voir le contexte dans lequel l'UDPS est arrivé au pouvoir. Il faudra aussi dire que la première ligne de défense de Félix ou de Tshisekedi le Père qu'il avait porté, c'était d'abord les Baloba. Ils avaient vu en Tshisekedi le Père un leader de leur province et ils avaient apporté un soutien. Ça, ce qu'il faut le reconnaître. C'est une réalité sociologique. C'est une réalité sociologique. Sans être tribal. Voilà. Ils avaient apporté un soutien indéfectible. Ils disent, voilà, notre frère, on le soutient dans ce qu'il est en train de faire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient le seul à le porter au pouvoir. Non, ils ont dit seulement que c'est notre frère aussi qui se bat et on le soutient. Vous savez aujourd'hui, madame, le discours tribal, il faut le voir aussi. Nous avons vu ici un des prophètes qui était décédé à Lubumbashi. Nous avons vu Moïse Katumbi aller au deuil. Mais pendant l'instruction, il s'est révélé que le gars était Kassaïen. Est-ce que vous avez vu Moïse Katumbi rentrer encore à ce deuil-là? Est-ce que vous allez, quand vous regardez dans nos provinces, quelles sont les provinces qui mettent toujours en avant le tribalisme? Ce n'est pas le Kasaï. Moi, j'ai étudié au Kasaï. Il y a des amis avec qui nous on a étudié, qu'on ne savait même pas leur tribu. C'est en venant à Kinshasa que j'ai su qu'ils étaient de telle tribu, telle autre tribu. Parce que chaque année, à l'époque de Mobutu, nous recevions des gens qui venaient en mutation. Des quotas. Des quotas qui venaient en mutation. Donc, on était mélangés à ces gens-là. Donc, moi, je pense que il y a des provinces où la plupart des leaders qui tiennent toujours des propos tribaux. Vous avez des propos tribalistes ici. Vous avez une dame là, députée, vous l'avez reçue ici. Vous avez entendu ces propos. Donc là, c'est ce que nous condamnons. Mais quand vous prenez un militant dans un coin, ou quelqu'un, un fanatique quelque part, qui parle, qui dit non, ça c'est notre pouvoir, des Baloba et tout ça, ne marginalisez pas. On doit banaliser. On doit banaliser. Est-ce que vous avez vu Kabouya dire que non, ça c'est un pouvoir de Balouba? Vous avez vu un grand leader de l'Union sacrée, Kassaïen dit que c'est un pouvoir de Balouba? Nous frustrons même les gens avec qui nous sommes. Nous avons le président Bahati, nous avons le président Kamere, nous avons le président du MLC, nous avons beaucoup d'autres personnes. Et nous pouvons tenir des propos comme ça, c'est des propos incendiés pour notre pays. Merci. Moi je sais foncièrement qu'un Kassaïen n'est pas un tribaliste. Donc je sais que vous avez autour de vous de Kassaïens avec qui vous collaborez, vous discutez, avec qui vous avez des amis. Vous verrez que ce n'est pas en réalité le tribalisme qui règne entre nous. Mais le plus, ne prenons pas de cas isolés. Le bourgmestre était devant quel auditoire? On ne sait pas. Il était devant qui? Il parlait à qui? Je crois que s'il est devant une association des ressortissants de Kassaï, il peut le conscientiser en leur disant mais le pouvoir vous appartient parce que ça vient de vous. Jésus-Christ était de Nazareth. Il avait un chez lui. Donc, les gens pouvaient se réclamer, dire, nous sommes de Nazareth, nous sommes de l'obédience de Jésus. Mais Jésus est venu sauver tout le monde. Il n'est pas venu seulement pour le Kassaï. Le chef de l'État a fait combien d'années sans arriver au Kassaï, quand il a pris le pouvoir? Donc, vous savez, on a dit au Kassaï, quittez, rentrez chez vous, allez construire chez vous. Vous avez suivi des propos comme ça. Dans l'une des provinces de notre pays, rentrez, allez construire chez vous. C'est aussi une exhortation. Est-ce que c'est une mauvaise chose de notre sujet? Parce que beaucoup disent, au fait, que vous ne construisez pas sans passion, que le Kassaï, les fils du Kassaï, ceux qui ont un nom, ceux qui portent un nom, ne construisent pas, mais aiment construire chez les autres. Et les gens ne comprennent pas que chez vous, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas cela, mais un digne fils a quelque chose ailleurs. C'est vrai que vous nous direz, c'est dans la Constitution, tout le monde se sent libre chez lui, mais à la longue, ça crée aussi certaines frustrations. La charge de la construction de la province ne vient pas des individus. Je peux vous dire que juste que Kabila a quitté ce pouvoir,
à Kinshasa, à Kananga ou à Lubumbashi, il n'y avait même pas une route. La route principale qui quitte de l'aéroport jusqu'en ville, il n'y en avait pas. Le Kassai ont été... de dire que le Kassai a été abandonné par tous les gouvernements. Il a été sanctionné par le pouvoir. Sanctionné? Tout à fait. Tout à fait, madame. Vous avez... Depuis Mobutu, alors? Depuis Mobutu, parce que même le Kassai oriental, ça n'a pas été construit. Ce que vous dites là, le Kassai oriental a été construit par des individus. Peut-être l'État n'y a jamais... Non, parce que les Belges n'ont pas construit le Kassai oriental. Le Kassai oriental est né après les conflits, après l'indépendance, Luluwa et Luba. Ils sont allés chez eux, ils ont commencé à construire eux-mêmes. Mais par contre, le Kassai occidental, ou le Kassai central aujourd'hui, était construit par les Belges. C'était le Louabourg à l'époque. Donc c'était construit par les Belges. Et donc, depuis que ces régimes se sont succédés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jusqu'à ce que Kabila a quitté le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour le Kassai? Il a même brandi un chèque de 10 millions pour construire l'Amiba, pour faire renaître l'Amiba. Vous avez vu ça? Donc, c'était ça le problème. C'est ça la haine contre une tribu. On n'a pas voulu, alors que ce sont des Congolais, on n'a pas voulu que le Kassai puisse émerger aussi. Et le chef d'État, quand il est venu au pouvoir, il a fait près de 2 ans ou 3 ans sans se rendre au Kassai. Il a fait 2 ou 3 ans sans se rendre au Kassai. Mais il est allé dans d'autres provinces, sans aller au Kassai. Donc c'était devenu un problème. C'est devenu un problème pour le peuple kassai qui se disait, mais est-ce que c'est le nôtre ou c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le nôtre, c'est lui ou c'est pas lui? Mais il est parti, il leur a dit non, ne vous inquiétez pas. La fameuse phrase Macha Moumé. Donc, ça veut dire qu'il leur a dit, ne vous inquiétez pas. Même si je n'étais pas venu, mais je sais que vous êtes là, vous êtes mes frères. Ça avait créé des problèmes. Alors qu'il est allé dans toutes les provinces sans se rendre au Kassai. Merci Robert Kainga pour cet éclairage. Nous allons prendre un autre dossier, c'est les élections. Ces derniers temps, ce sont vraiment des sorties médiatiques. J'espère que la sortie médiatique de Robert Kainga serait appréciée. Tchani est passé et il a dit, eh ben, après le propos de Corneille Nangaa, qu'on lui remette ses 100 000 balles, parce qu'après tout, selon Corneille Nangaa, les élections étaient voilà, des raccordements frauduleux, il n'y a jamais eu des élections proprement dites. Tchani est encore fustigé sur son projet de loi, et on a vu une lettre de l'administration américaine, je ne sais pas si c'est un fake ou quoi, mais là, je suis avec un juriste. Robert Kainga, cette proposition de loi, est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de ségrégationnisme, une sorte de trismalisme caché, une sorte de racisme caché? Parce que de père et de mère, c'est aussi réducteur par rapport à notre pays qui veut s'ouvrir au monde. Non, madame, moi je pense que, sans épiloguer sur cette loi, mais je parle sur le principe, cette proposition de loi, qui n'est pas encore une loi. Voilà, donc je voudrais personnellement donner ma position de cette manière. Je pense qu'à certaines fonctions de la République, nous devons avoir des Congolais, ceux qui on ne doute pas de leur nationalité. Ça, je suis tout à fait foncièrement d'accord. Mais je pense que la fonction suprême dans notre pays, c'est la fonction du président de la République. Il est important pour moi, sociologiquement, que la personne qui va occuper ces fonctions-là ne soit pas un jour butée au double intérêt. Parce que notre administration, notre fonctionnement de l'État a une certaine fragilité, de telle sorte que si nous avons un chef d'État, vous imaginez on a un chef d'État qui a 50% rwandais ou 50% congolais, ou il est de père congolais ou de mère congolaise. Madame, même vous, connaissant votre amour pour ce pays, vous allez dire, monsieur risque d'avoir un problème de conflit d'intérêts. Parce que d'une part, vous vous sentirez, vous savez, chez le Bas-Congo, les enfants sont plus attachés à la mère. Donc, on ne sait pas quelle est l'influence qu'il va subir pendant ce temps-là. Est-ce qu'il subira l'influence de son père ou l'influence du côté de sa mère? Donc, il y a toujours un lien de rattachement. Quand vous avez un lien de rattachement avec une province ou un autre État, il y a toujours un problème de conflit d'intérêts. Moi, je pense qu'à un certain niveau, certaines hautes responsabilités, on ne devra vraiment pas laisser à tout le monde accéder à ces fonctions-là, pour des raisons d'intérêt. Mais pour le reste, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut la double nationalité. Moi, je suis d'accord pour la double nationalité parce que beaucoup de pays du monde ont adopté ces systèmes et ça marchait. On ne va pas continuer toujours. Les gens sont allés en Europe, c'est pour des raisons diverses qu'ils ont changé de nationalité. Et vous voyez ce qui marche en Europe là. C'est vrai,
avec des élections comme il y a certains pays qui vont voter, vous verrez que c'est moins d'1 million de Congolais qui iront voter parce que la plupart ont des nationalités, d'autres nationalités. Mais ces gens-là qui marchent là, ils ont pris des nationalités étrangères pas parce qu'ils voulaient, mais c'est peut-être pour le besoin de la cause, pour des raisons de documents, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'autres qui ont changé de nationalité. Est-ce que devront laisser ces compatriotes qui ont l'amour pour ce pays? Il y a des gens qui ont changé de nationalité, mais quand vous allez en Europe, vous le rencontrez, ils ne vous parlent que... Ils suivent d'ailleurs la situation de la République démocratique du Congo, plus que nous sommes qui sont ici. Mais il n'est pas congolais, en fait, il n'est pas congolais sur le plan de droit, mais sur le plan de sang, sur le plan de l'appartenance, il se sent plus congolais que le pays où il a changé de nationalité. Est-ce que devrons-nous laisser ces Congolais-là comme ça? Ils n'ont pas le droit de venir aujourd'hui dans notre pays porter un choix sur le dirigeant, et ils peuvent estimer que ces dirigeants peuvent bien faire progresser le pays. Et il y a d'autres postes pour lesquels des Congolais qui ont la double nationalité peuvent accéder. Même la Constitution le dit. Pour être un DG d'une entreprise dans notre pays, même si vous êtes de nationalité étrangère, la loi le permet. Pour que vous soyez DG de n'importe quelle entreprise. Donc, nos entreprises publiques ici, on peut nommer même un DG d'une nationalité étrangère. La loi ne l'interdit pas. Donc, il n'est pas dit seulement que pour qu'on soit chef de l'État, il faut que ce soit quelqu'un qui a double nationalité. Là, il y aura un problème de conflit d'intérêts. Est-ce que ce n'est pas une loi aussi taillée sur mesure? Parce que qu'on le veuille ou pas à l'époque, quand vous étiez dans l'opposition, moi je me rappelle bien, parce que j'étais tout le temps derrière vous, suivez vos propos, vous avez dit que là, il y a certaines lois qui ont été taillées pour Joseph Kabila. Et aujourd'hui, je vous repose la question. Est-ce que cette proposition de loi n'est-il pas taillée pour mettre quelques adversaires hors circuit? Non, madame, vous savez, ça c'est la politique. Si aujourd'hui, moi je dis aux gens, si Katumbi a des problèmes de nationalité, nous n'allons pas les laisser en paix. Ça c'est la vie. Vous savez, Dominique Strauss-Kahn était candidat. Fillon était candidat. Mais il a suffi d'une petite pécadille dans leur comportement et on est sauté dessus, on a sauté dessus et on les a écartés de la course. Donc, si aujourd'hui nous estimons que Katumbi a un problème de nationalité, s'il y a des gens qui ont des preuves, politiquement, ils doivent... Comment il a pu avoir sa carte d'électeur? Non, j'ai dit s'il y a des gens qui ont des preuves, parce que la question de la nationalité ne se traite pas au niveau de la carte d'électeur. La question de la nationalité, il y aura un moment où on va regarder s'il est congolais ou pas. Mais déjà, si les gens estiment que la faiblesse de Katumbi dans ce combat politique, c'est sa nationalité, vous n'allez pas empêcher à ses adversaires de brandir. C'est un combat politique, en fait. Non, mais s'il est estimé à suffisance de preuves, si les gens ont de preuves qu'il a un problème de nationalité, vous n'allez pas les empêcher de taper dessus. Si les gens considèrent que Félix aujourd'hui a un problème de nationalité, que c'est ça sa faiblesse, les gens vont tirer dessus. Mais vous savez que si on commence à remonter même pour le président, il y aura des gens en prison, vous le savez? Non. Si les gens osent aujourd'hui dire que ça, ça et ça, vous allez le foutre en prison, permettez l'expression. Non, il a déjà foutu qu'en prison. Oh là là, Qui? oh là là, oh là là. Parlons-en. Oh là là. Parlons-en, madame. Il a déjà foutu qu'en prison pour sa liberté d'opinion. Et Jimmy Kitenga, il faut quoi en prison? Non, Jimmy Kitenga a fait des déclarations très graves, madame. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit qu'il y a un complot contre l'ancienne première dame. Et s'il avait des preuves, pourquoi vous... Alors maintenant, il est en justice pour ça. Il y a eu un procès? Ah bon, en fait, c'est pas moi qui organise le procès, en fait. Donc, mais pourquoi il tient des propos aussi graves? Il est interpellé pour qu'il arrive à démontrer ce qu'il avait dit. Et ça devient un problème. Il a dit des propos très graves. Vous savez, madame, par hasard, quelque chose pouvait arriver à madame Maman Olive. Par exemple, une dame qu'on aime beaucoup, qu'on veut voir dans ses actions qu'elle fait. Parce que d'une manière ou d'une autre, elle soulage d'autres compatriotes qui sont en difficulté. Mais quelque chose est arrivé pendant la même période où Jimmy Kitenga avait dit. Je pense qu'on dirait que non, Jimmy Kitenga était prophète. On lui donnerait même des galons qu'il ne pouvait pas avoir. Alors maintenant que la justice en saisit du dossier, dit, monsieur, viens nous dire. Parce que le chef de l'État, il a l'obligation de protéger l'ancien chef d'État. Ça, c'est l'obligation constitutionnelle et l'obligation légale. Alors maintenant, quand vous et ses proches, et quand vous faites des déclarations pareilles, et que demain il y a quelque chose qui arrive à madame Olive, vous allez dire quoi? Et donc, quand on t'interpelle pour que tu viennes expliquer, c'est des questions qui touchent à la sécurité. Moi, je ne vois pas le rôle du chef de l'État dans tout ça. Donc, nous estimons que si la question de la nationalité, c'est une question, pas de morphologie, mais c'est une question qui relève des considérations juridiques. Y aura-t-il des élections, Robert Kayenga? Parce qu'à l'allure où nous allons, avec les sorties médiatiques, je reviens de Denis Kadima, qui a dit qu'il risquerait de ne pas avoir des élections. Le ministère des Finances ne nous donne pas assez d'argent pour que nous puissions faire notre boulot. Donc, nous nous acheminons petit à petit vers un dialogue intercongolais.
Nous y allons, parce qu'il a reporté, il a repoussé encore l'obtention des cartes, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où ce n'est pas encore fini. Bon, le calendrier n'est pas respecté, là. Le tableau tel qu'il se présente aujourd'hui, croire qu'il y aura élection en décembre, le 23 décembre 2023, ce n'est pas vraiment être quelqu'un de réfléchi. Tout laisse à croire que cette date peut être dépassée. Tout laisse à croire parce que le chef de l'État a eu même à le dire aussi, parce que les compatriotes qui sont à l'Est, qui ne savent pas aujourd'hui s'enrôler, qui ne savent pas aujourd'hui aller prendre leur carte, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Y aura-t-il une transition sans, comme il le disait lui-même, y aura-t-il une transition sans Félix Tshisekedi? Non, l'article 75 et la Cour constitutionnelle de l'époque avait tranché. Le président reste en fonction. Ouh là là, chacun utilise. C'est ce qu'on dit. D'où l'excès de l'excès. Il disait hier, vous l'avez récupéré. C'est ça la loi. Ouh là là. Quand on leur disait qu'éviter de faire des choses, ils ne voulaient pas. Ils ont saisi la Cour constitutionnelle à l'époque qui a rendu un arrêt là-dessus. Mais comment vous aussi, de l'Union Sacrée, vous voulez récupérer ce monsieur libanais qui était très proche de Kabila? On a dit que l'UDPS veut s'en accaparer. Beaucoup disent pour qu'ils leur disent comment... C'est qui ces Libanais? Ah, tu n'as pas appris ça? Mais il y a un peu Jeune Afrique, vous allez avoir un peu des informations. Non, madame, ça dépend des enjeux. Ah, donc, on nous dit aujourd'hui que l'UDPS fait du copier-coller, comme vous l'avez dit, tout ce que le PPRD a fait à l'époque, l'UDPS le refait aujourd'hui. Tout ce que vous avez critiqué à l'époque... Ne comparez pas un régime de prédateurs et des antidémocrates avec un régime démocratique comme le nôtre. Il ne faut pas comparer ces choses. Le PPRD, ça c'était... Mais vous n'avez pas l'impression que vous refaites ce que le PPRD a fait? Non, nous disons, madame... Vous allez même récupérer ces agents de l'ombre pour qu'ils vous aident à vous en sortir. C'est quand même assez choquant, moi, quand j'ai lu ça. Non. Vous savez, madame, aujourd'hui, il n'y a pas que ces gens-là. Nous avons travaillé avec Katumbi. Katumbi était l'homme de Kabila. Mais on vous le reproche aujourd'hui. Hein? Vous avez embrassé n'importe qui aujourd'hui. Oui, mais aussi avec cette le contexte dans lequel nous sommes arrivés. Même le tout dernier député qui est en prison, qui est en procès, là, le Moucha, quelque chose, excusez, je ne connais pas le nom. Oui. Vous avez pris tout le monde et qui embrasse trop mal les trains. Non, mais est-ce que quand nous sommes arrivés au pouvoir, est-ce qu'on avait le choix sur certaines choses? Nous sommes arrivés dans un contexte où le chef de l'État ne maîtrisait ni l'armée ni la sécurité. Ça, il faut le noter. Et où il y avait une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, cette majorité nous donnait la possibilité, ne donnait pas la possibilité que de pouvoir travailler avec ces gens pendant cette période-là. On n'a pas eu le pouvoir par le coup d'État. On n'a pas eu le pouvoir par coup d'État pour faire table rase et chasser tout le monde et prendre tous ses pouvoirs. Nous avons trouvé des compatriotes. Les Katumbi, ce sont des pro-Kabila qui ont travaillé avec Kabila. Beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé avec Kabila, disaient avec Kabila. Et ce sont des Congolais. Hein. Comment on fait? Aujourd'hui, Katumbi est devenu la bête noire, comme il n'est pas avec vous. Aujourd'hui, il est devenu la bête noire. Non, à l'époque, quand vous avez besoin de lui, vous l'avez presque utilisé. Non, il est devenu la bête noire. L'homme à abattre, tout ça. Quand Katumbi quitte le pouvoir de Kabila, il avait besoin de nous. Il a eu du mal à se faire accepter comme opposant. Parce qu'on le considérait toujours par les autres membres de l'opposition que c'était un infiltré de Kabila qui est venu pour nous infiltrer. Donc, c'est le Tshisekedi ici qui a fait tout pour que Katumbi soit accepté dans l'opposition. Donc, alors, maintenant, nous verrons avec lui. Il accepte de venir mettre la main à la pâte. Mais depuis qu'il est là, avec un langage ambigu. Non, j'ai fait mes consultations. Non, voilà, je suis... Mais on ne peut pas, quand vous lisez la loi sur les partis politiques, lorsque vous participez au projet de société d'une structure, vous ne pouvez plus être opposant. Alors, il est là, il travaille avec nous, mais en même temps, il critique ce que nous faisons. Il y a la solidarité gouvernementale qui existe. On ne peut pas avoir des membres du gouvernement qui critiquent l'action qu'ils sont en train de mener. Maintenant, il est opposant. Il est opposant de quoi? De ce que nous avons fait ensemble? Parce que là, le bilan, il quitte à l'année électorale. Le bilan est là. Nous défendons maintenant le bilan avec vous devant vous aujourd'hui. Et ils vont dire quoi?
Ils vont enlever les 2 ans qu'ils ont gouverné avec nous? Est-ce que les ministres qui ont démissionné, ils peuvent nous produire ce qu'ils ont fait dans leur ministère? Est-ce que jusqu'à ce que Christian Mondou Simba est parti, vous l'avez entendu comme un économiste qui gère le ministère de plan. Et l'autre partie nous laisse même sans permis de conduire. Celui du transport. C'est le transport. Donc ils sont partis. Est-ce qu'ils peuvent dresser le bilan de leurs actions? J'espère vraiment les recevoir pour qu'ils puissent nous dresser ce bilan-là. Mais nous sommes en train d'atterrir. Charlie, il nous reste combien de minutes? Nous sommes en train vraiment d'atterrir. Voilà, nous sommes en train d'atterrir tout doucement. Si on vous disait, sans passion, Robert Kayinga, le bilan du chef de l'État aujourd'hui, sans passion, vous regardez cette population, est-ce que vous leur demanderez de réélire Félix-Antoine Tshisekedi? Non, ça c'est... Je demanderai à la population de réélire Félix Tshisekedi parce que il y a le contexte dans lequel Félix est arrivé au pouvoir. Nous avons perdu pratiquement 2 ans avec le FCC. Il a fallu qu'on mette fin avec le FCC pour voir le budget de l'État augmenter jusqu'aujourd'hui à 16 milliards. Et nous avons maintenant de quoi investir aujourd'hui dans ce que nous faisons. Ils doivent voter Félix Tshisekedi parce qu'il y a le programme de la gratuité. Il peut avoir ses faiblesses, madame, mais aujourd'hui c'est un acquis. Aujourd'hui c'est un acquis, la gratuité est là, on avance. Lui-même a dit, avec cette guerre qui perdure, on risque de perdre cet avantage-là, on risque de perdre le financement de la gratuité de l'enseignement, on risque de perdre que le projet de 145 territoires, ça ne va pas, on risque de perdre 500. Hein. Oui, mais la guerre c'est un monstre. Et ça devient le prétexte, comme on dit aujourd'hui, pour justifier vos échecs, comme si non, pas du tout. Aujourd'hui, vous justifiez tous vos échecs par la guerre. Nous allons terminer par là. On dit vous justifiez aujourd'hui tout. Quand on pose la question, c'est la guerre. Je n'ai pas fait ceci, c'est la guerre. C'est la guerre. Aujourd'hui, c'est votre prétexte pour... La guerre est là, mais il y a des actions qui sont faites. On n'a pas le budget, on n'en parle pas. C'est la première fois que dans notre pays, qu'on ait un budget qui atteint ce montant. Ça, on n'en parle pas. C'est un record qu'il faut reconnaître. Malgré la guerre... Mais vous savez que les prix de produits de première nécessité ont largement... C'est tout ça, madame. Moi, j'étais conseiller du ministre de l'économie nationale. Nous avons une économie totalement extravertie. Nous consommons ce que nous ne produisons pas. C'est ça le problème. Tout ce que nous consommons, on ne produit rien. Ça vient de l'extérieur. C'est l'économie que Kabila nous a léguée. Une économie totalement extravertie. Et quand vous avez une économie comme ça, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il y ait stabilité. C'est quand on augmente la production intérieure qu'on arrive à stabiliser notre économie. On ne produit pas assez. On ne produit pas. Il faut maintenant relancer la production nationale pour que vous puissiez voir une certaine stabilité. Mais quand nous importons tout, même le cure-dent, on importe. Alors, vous voulez maintenant que l'économie soit stable de quelle manière? C'est ça le problème. Donc, la guerre n'est vraiment pas un prétexte. Hein, non, la guerre... Non, il n'y a pas... Non, il n'y a pas un échec. Pas un échec. Quand on fait les bilans, il y a le passif, il y a l'actif. Il y a le passif qui est là, il y a aussi l'actif qui est là. Lorsque vous dresserez le bilan, on va regarder, on va dire, écoutez, il y a beaucoup de choses que Félix n'a pas fait, il y a beaucoup d'autres choses aussi qu'il a fait ou qu'il est en train de faire. Donc, quand on fait le calcul, la somme des deux, on ne peut pas dire que le bilan est totalement négatif. Non. Il y a quand même des avancées. Comme je vous dis ici aujourd'hui, la gratuité, c'est un acquis. Pour quelqu'un qui avait 4 enfants à l'école et qui se retrouve aujourd'hui ne paye pas le Minerval de ses enfants, les frais scolaires de ses enfants, il va prendre cet argent, il va reverser dans le social. Merci beaucoup Robert Kayinga, merci beaucoup en tout cas, merci. Je crois que vos questions, je les ai quand même posées à Robert Kayinga. Merci d'être passé. Merci beaucoup madame. Merci, j'espère que vraiment cette année, nous allons voter utile. J'espère, moi je le dis toujours, je souhaite peut-être avoir avec moi le prochain ministre, je ne sais pas moi de quoi, espérons. Parce que je porte toujours chance à mes invités. Merci à un prochain ministre, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on va se retrouver, mesdames et messieurs, très 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 prochainement.